Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Paris. Vous venez de participer au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Alors avant d'aller dans les détails, quelle a été la contribution? Quelles étaient les attentes de la RDC? Je suis venu ici en représentation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui lui était invité à ce grand rendez-vous mondial pour une réflexion justement sur le nouveau pacte financier. Et ces questions financières, finalement, se retrouvent directement liées aux questions de climat et de développement des pays. Et partout où on parle climat, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est 60% du bassin du Congo en termes de forêt, c'est 10% d'eau douce mondiale, 52% d'eau douce au niveau africain de ce que nous représentons. Et ça, c'est sans compter nos tourbières, sans compter nos forêts de Miambo que nous partageons au niveau de la SADC et qui toutes entrent dans le système de lutte contre le réchauffement climatique avec l'absorption du gaz carbonique. Et donc, partout où on parle des questions climat, le Congo, pays solution, de par son apport forestier, mais aussi de par son apport du point de vue des énergies nouvelles, les métaux de transition énergétique, doit toujours être présente. C'est une notion que nous avons levée et donc nous sommes venus pour ça. Mais au-delà de ça, bien sûr, parler des objectifs qui avaient été fixés du point de vue du financement mondial, parce qu'il faudra finalement qu'on se pose la question pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé là et quelle orientation nous, on devrait donner. Et bien sûr, nous avions des propositions à faire et une position à donner. Avant d'arriver sur ce qu'on a obtenu, sur ce pourquoi nous sommes là, où vous étiez là, qu'est-ce que le Congo a obtenu à Paris? À Paris, le Congo était là pour faire entendre sa voix, comme je l'ai dit. Et on est revenu sur une analyse. Analyse, finalement, du système financier, qui passe principalement par deux grandes structures qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et qui, à côté d'elles, ont tout un système de banques de développement au niveau des différents continents. Et donc, nous sommes revenus sur les objectifs qui avaient été assignés à ces deux grands structures. En 1900, dans les années 40. Oui. Il y a 80 ans, pour être plus précis. Après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 80 ans, Bretton Woods, toutes les nations de cette époque-là s'étaient réunies pour dire, donc voilà, il faut faire une lutte contre la pauvreté. C'était post-guerre mondiale, il fallait répondre en tout cas à la question sociale et à la question du développement des pays. Et donc aujourd'hui, un constat à faire. Et on se rend compte, surtout à cause des derniers faits récents, pandémie, Covid-19, guerre russo-ukrainienne, que face à tout cela, ça n'a pas vraiment bien marché. Pays et toujours pauvres, nous avons des pays encore plus endettés qu'ils ne l'étaient avant, et finalement, les objectifs de permettre aux différentes couches sociales, en tout cas aux différentes populations, d'avoir accès au système de base, c'est-à-dire l'éducation, l'eau, l'électricité, en tout cas, n'a pas beaucoup avancé, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Et donc l'Afrique dit, au moment, ça c'est en général, où ces discussions se sont faites, nous, on n'était pas là. La République démocratique du Congo, y compris. Et donc, aujourd'hui, on doit regarder de notre propre point de vue. Accès à l'eau, accès à l'électricité, différents projets avec ces structures-là, qu'est-ce que ça donnait? On se rend compte, à partir de ce moment-là, que le système a été trop lourd. Beaucoup de procédures et des notations qui doivent toujours s'en suivre sur chaque projet et qui, finalement, a rendu le système inefficace. N'a pas permis, en tout cas, d'atteindre la cible, parce que tout ce qui était visé, c'était un impact au niveau social, et donc cette cible n'a pas été atteinte. Aujourd'hui, le Congolais lambda ne s'est pas retrouvé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le Congo, l'Afrique en règle générale, c'est quoi? Vous avez obtenu la facilitation ou l'assouplissement des conditions, plus de revenus, plus de financement? Deux choses ici ont été mises en exergue. D'abord, la première, justement, revoir en tout cas le système. Nous avons obtenu
en tout cas qu'il faut une réflexion qui va être menée bien sûr par tout le monde pour restructurer ces deux formations qui sont le FMI et la Banque mondiale. En tout cas pour revoir leur efficacité et les rendre, les adapter en fait à notre système actuel avec tout ce à quoi nous faisons face. Et donc ça, c'est clair, ça a été un point noté pour dire nous devons restructurer. Parce que... tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Que ce soit les pays du Nord, que ce soit l'Afrique, l'Asie, tout le monde est d'accord que ça n'a pas fonctionné. Donc il faut revoir absolument le système de fonctionnement, mais surtout assouplir les procédures. Et puis à côté de cela, on a dit, ça, ce sont des financements qui viennent, et nous, on aimerait les orienter vers le partenariat. Parce que l'endettement, on est revenu sur les taux sur lesquels nous nous endettons, nous, pays africains, la République démocratique du Congo y compris. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait avec les pays du Nord, donc c'est un point de mesure, et donc nous, ça ne nous agrée plus. Aujourd'hui, vaut mieux aller vers des projets de partenariat, d'où aussi le besoin d'avoir des investissements privés, et donc ouvrir cette porte à avoir cette tripartite, où les États, bien sûr, doivent rester souverains sur le choix de leurs projets. Parce que ça aussi, c'était un problème. On vient avec un accompagnement financier, on vous impose des notations qui sont difficiles à atteindre, et ce qui fait que ça fait traîner le projet. On vous impose des agences qui sont supposées vous suivre dans la mise en œuvre du projet, et avec les lourdeurs qui s'en suivent. Et puis, finalement, on vous impose aussi parfois, en tout cas de manière orientée mais obligeante, les secteurs dans lesquels vous devez investir, même si on s'était mis d'accord au départ, et même les projets. Donc, les pays aujourd'hui se disent, non, maintenant nous sommes conscients de nos problèmes. Il faudrait que nous puissions revenir vers notre souveraineté en termes de choix de projet. Et là où on se rend compte qu'il y a un besoin important, l'État peut donner sa part, nous pouvons avoir ces financements qui peuvent venir de l'extérieur, mais nous pouvons laisser une ouverture pour le privé qui viendrait bien sûr à ce moment-là à des conditions avantageuses pour pouvoir permettre au projet de démarrer et avoir plus d'investissements qui pourraient venir du secteur privé, parce qu'en ce moment, ils ont aussi beaucoup d'argent qu'ils peuvent mettre dans des projets africains, mais ils se retrouvent un peu bloqués par le système. Parce que chaque fois que finalement ce type d'investissement est venu du point de vue institutionnel, ça a mis un frein à ce que le privé puisse aussi participer aux projets, en tout cas, les plus importants des États. Donc, l'idée, c'était de dire, chaque fois qu'on va investir $1 du point de vue institutionnel, on devrait avoir $1 aussi qui viendrait du privé. C'est l'idée qui a été donnée. On va se mettre là-dessus pour travailler et voir comment est-ce que ça peut se matérialiser, surtout en mettant un cadre fiscal qui va permettre cela. Alors tout le monde va être très attentif sur la suite donnée à ce projet. 4 grands objectifs. Avec un suivi, le président Macron l'a dit, qui devrait être soutenu. Redonner un espace budgétaire, est-ce qu'on l'aura obtenu, est-ce que vous y croyez? Favoriser le développement du secteur privé, encourager les investissements dans les infrastructures vertes, là on pense particulièrement au barrage hydroélectrique d'Inga, et mobiliser les financements innovants. Nous on se retrouve surtout dans les infrastructures vertes, où le système de pays solution où ne rien exploiter de chez nous nous vaudrait allocation nous suffit. Là, c'est la question du crédit carbone qui vient directement sur la table. Nous disons que nous sommes pays solution. Je ne suis pas sûr à 3 titres que nous sommes pays solution. Le premier, c'est d'abord de dire que nous avons 62%, pour être précis, des forêts du bassin du Congo. Bassin du Congo que nous partageons avec 16 autres pays. Mais à l'intérieur, la République démocratique du Congo, c'est 62%. Donc, à côté de cela, nous avons des tourbières, des mangroves, qui permettent aussi de capter. Aujourd'hui, nous parlons de près de 3% des gaz à effet de serre qui sont émis, que nous pouvons nous capter. Presque 3 ans, chaque fois que nous avons ces pays pollueurs qui viennent au niveau mondial. Et donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, on se dit il faut une lutte contre le réchauffement climatique. Et d'où on demande aux pays qui ont des forêts de les préserver. Nous faisons partie de ces pays-là.
Mais nous disons, oui, mais s'il faut protéger ces forêts, parce que nous l'avons fait, déjà de toutes les façons depuis tout ce temps, Il faut que nous soyons et parce rémunérés. que nous avons des populations qui vivent de ces forêts, nous devons leur offrir une alternative. À 2 niveaux, donc. D'abord, qu'il y ait une compensation pays, parce que nous contribuons à ce que nous ne puissions pas avoir le réchauffement climatique, mais à côté, parce que nous avons des populations qui vivent de ces forêts. Comment aujourd'hui leur demander de ne pas faire des coupes pour du charbon de bois, parce qu'elles n'ont pas d'énergie, c'est leur première source d'énergie. Comment leur demander de ne pas couper les arbres pour s'offrir des espaces où elles peuvent cultiver, parce qu'elles vivent aussi de la culture. Et donc, nous disons, nous devons accéder au crédit carbone. Mais nous donnons des conditions. C'était ça toute la discussion qui s'est faite en 2015. À cette COP-là, c'était de dire le prix à laquelle on voudra acheter la tonne de carbone est dérisoire. Au niveau de la Banque mondiale, le taux est à $5, pour vous dire. Et donc nous avons placé la barre à $100, parce que nous estimons que c'est ça le prix le plus juste. Et donc, à cette question-là, la réponse des pays pollueurs, c'était de dire, nous allons d'abord allouer un fonds de 100 milliards qui viendrait pour résoudre cette question. Et c'est depuis 2015. Donc, et depuis ce moment-là, rien ne s'est fait. Et donc, c'est peut-être à cette occasion qu'une annonce a été faite, que les 100 milliards de dollars seront réunis pour venir en compensation de ce qui est donné aux pays qui contribuent au climat et au maintien de la température. Et nous disons qu'il y a d'autres alternatives. D'où la question de l'énergie. Les énergies vertes, c'est l'énergie solaire, nous en avons. C'est l'éolienne, nous en avons. C'est surtout l'hydraulique. C'est l'hydraulique, nous en avons le potentiel. Mais à plusieurs titres. D'abord avec un grand projet intégrateur, parce que nous parlons aussi, et c'est ça les 2 voies que nous sommes venus faire passer, nous disons nous contribuons au climat, mais nous voulons penser aussi à ceux qui sont victimes de ce climat. Parce que c'est 3 catégories. Une catégorie des pollueurs, une catégorie de ceux qui contribuent au climat, ça veut dire que leur niveau de pollution reste en deçà de leur rapport par rapport aux questions climatiques et au maintien de l'écosystème, surtout avec notre biodiversité également. Mais à côté de cela, il y a des pays qui, eux, non seulement ne polluent pas, mais ne contribuent pas, parce que n'ayant pas les atouts pour le faire, subissent cette pollution. Et nous voulons être solidaires avec ces pays. C'est le concept que nous avons apporté, en disant que même lorsque nous demandons, nous, à ce que nous ayons des crédits carbone, il faudrait qu'une quotité soit allouée à ces pays-là, qui, eux, sont victimes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, victimes de désertification, d'inondations, à cause du dérèglement climatique. Et nous disons, si jamais nous ne pouvons pas avoir, du point de vue du crédit carbone, jusque-là des solutions, alors l'alternative serait de financer des projets intégrateurs. Le barrage Ginga en est un. Non seulement il va produire de l'énergie pour l'Afrique, mais surtout au niveau de nos populations, c'est une réponse à la question de la coupe de bois pour utilisation de charbon et du maintien des forêts. Et donc nous disons, comme c'est un projet qui demande quand même des moyens assez importants, nous avons déjà, en tout cas, une réflexion là-dessus pour que nous puissions avoir tous les partenaires qui veulent avancer avec nous, parce qu'il ne faut pas oublier que même à côté de cette question, justement, de cette énergie hydraulique qui peut être apportée, nous avons aussi les questions d'hydrogène vert et autres qui suivent. Et nous avons besoin d'énergie parce que tous les jours, nous parlons de développement des chaînes de valeur chez nous. Comment le faire si jamais nous n'avons pas d'énergie? On parle industrie, on parle agro-industrie. Tout cela demande de l'énergie. Donc, une grande réponse qui pourrait être apportée. Et ici, c'est un projet qui a été soutenu au niveau Afrique, que ce soit Afrique centrale et même Afrique australe, parce qu'ils disent, oui, voilà quelque chose qui pourrait être une réponse. Et nous disons que dans le cas de la solidarité, une réponse pour nous, mais une réponse aussi pour les autres. Et donc, un projet qui a été retenu, et en tout cas qui a attiré l'attention, et nous, bien sûr, en tant que pays souverain, nous donnerons notre vision là-dessus de manière claire, de manière à ce que pour tous ces investissements qui pourront se mettre en place dans le cadre de ce nouveau pacte
financiers, nous puissions voir ce projet démarrer alors que ça fait plusieurs décennies que nous en parlons sans que ça ne soit concret. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Un nouveau pacte financier, c'est le but de ce sommet. Alors, pourquoi maintenant? Vous avez parlé des FMI et Banque mondiale. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, ce n'est pas pour sauver un système financier qui aujourd'hui est en forte concurrence, notamment avec l'arrivée d'autres, que pareil sommet intervient? Je crois qu'aujourd'hui, pareil sommet intervient parce que nous sommes tous impactés. Nous sommes tous impactés par les réalités sociales que nous avons. Nous avons traversé la pandémie ensemble. Nous sommes affectés par les guerres et l'insécurité ensemble. Et même là-dessus, nous en avons fait appel justement à la responsabilité des États de ne pas accepter une quelconque forme d'insécurité. Parce que ça nous disperse. Là, on devrait se concentrer sur des questions de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Nous nous dispersons sur des questions sécuritaires. Je n'ai pas besoin de rappeler notre position actuelle dans laquelle nous sommes dans cette guerre d'agression et sur laquelle nous nous mettons toute l'énergie, en tout cas avec toute la sous-région et ceux qui veulent être avec nous dans cette question que nous avons héritée, de manière à éradiquer cette question-là et permettre à ce que nous puissions nous concentrer sur les vrais problèmes. Et donc, aujourd'hui, ce sommet intervient parce qu'il y a un constat d'échec sur un système qui avait été mis en place et qui n'a pas donné les résultats. Pas parce qu'il y a un risque... Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi effectivement de la concurrence qui pourrait venir d'autres pôles. Aujourd'hui, nous avons... Les BRICS. Bien sûr, la Chine qui est là, Nous parlons même aujourd'hui des questions monétaires. Ça a été soulevé pour dire pourquoi aujourd'hui, dans le cadre des relations commerciales que nous avons entre États, les États ne peuvent pas décider de leur propre monnaie. Jusque-là, c'est beaucoup plus une influence du dollar américain ou de l'euro. Et donc, est-ce que ce prisme-là n'accentue pas aussi la dette? Parce que ça vient aussi avec des taux qui doivent être respectés. Et la question de l'inflation elle-même, qui est un fléau, qui ne nous atteint pas que nous, ici en République démocratique du Congo, mais tout le monde, et qui est directement lié au système monétaire de chaque pays. Et donc, toute cette concurrence fait qu'il y a une prise de conscience, qu'on peut aller vers un système qui peut collapser. Et donc, le moment, en tout cas, l'initiative qui a été prise, ça, il faudrait l'avouer parce que ça avait été déjà annoncé à un moment donné, mais de le concrétiser, cette initiative qui a été prise par la France, sous le leadership du président Emmanuel Macron, voilà, ce courage de se regarder dans le miroir et de vouloir changer les choses. Donc aujourd'hui, constat fait, commissions qui vont être mises en place pour donner les pistes de solutions que nous avons données et que j'ai formulées, mais surtout le suivi, parce que tout le monde a dit Copenhague 2009, 2015, grande rencontre encore, grande promesse, et depuis, rien. Sommes-nous là encore devant un grand rendez-vous, grand sommet, qui ne va pas porter des fruits, un rendez-vous dans les jours qui vont suivre, mais nous avons dit que nous allons participer au niveau de toutes ces commissions qui vont être mises en place, parce que nous pensons que ce sont des questions qui nous concernent directement du point de vue de nos populations, et que c'est important que nous puissions donner une réponse en tant que dirigeants. C'est notre responsabilité. Nous devons être au service de nos populations. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci aussi à vous. La fréquence utile.